Khéops, le joyau égyptien, la seule des 7 merveilles du monde encore debout, la plus célèbre des pyramides, la plus grande, la plus haute, mais aussi la plus mystérieuse. Sa signification exacte, faute de texte, n'est pas claire. C'est donc une énigme. On a cherché à chaque fois à repousser l'exploit. Ce n'est pas seulement un empilement de pierres. Il y a d'immenses espaces à l'intérieur. Pour tenter de percer les derniers secrets de Khéops, construit il y a plus de 4500 ans, il faut faire le voyage dans ses entrailles. Quel est le but de la Grande Galerie? Cela est encore mystérieux pour nous. Grâce à un accès exceptionnel, nous avons pu pénétrer dans les coulisses de la grande pyramide interdite au public et découvrir des marques laissées par les bâtisseurs. Là, on peut voir le nom d'une équipe royale qui mentionne le roi Khéops. Pour la première fois, la structure interne du monument et la chambre du roi vont être scrutées dans les moindres recoins. Ce plafond présente des fissures énormes. Pour lever le voile de leur construction, nos scientifiques ont obtenu l'autorisation d'entrer dans les pyramides les plus emblématiques de l'Égypte antique avec un scanner laser nouvelle génération. C'est un peu serré, hein? On va essayer de se fouiller un chemin là-dedans. Ce procédé permet d'obtenir une copie numérique de l'intérieur du bâtiment avec une extrême précision. En quelques clics, on peut faire des mesures qui seraient très compliquées à faire sur le terrain. Ces outils vont apporter à nos experts de nouveaux indices dans cette enquête scientifique, commencée il y a 200 ans. Franck Monnier est un égyptologue français au parcours hors norme. Fasciné par l'Égypte des pharaons depuis son enfance, il a délaissé son métier d'ingénieur pour consacrer toute son énergie à sa passion, les pyramides. 4500 ans après leur construction, une question fondamentale demeure. Comment les Égyptiens ont réussi à dresser la plus grande pyramide du monde? Grâce à Franck Monnier, nous allons tenter de percer les derniers secrets de la pyramide de Khéops. J'ai représenté sur ce calque une vue en coupe de la pyramide de Khéops. La pyramide en elle-même, ainsi que tous ses appartements funéraires situés dans un même plan. Ce qui serait intéressant de scanner dans cette pyramide, ce sont les chambres de décharge qui se situent juste au-dessus de la chambre du roi. Donc un scan au laser nous permettrait d'établir un état des lieux inédit. Située sur le plateau de Gizeh, à quelques kilomètres au sud du Caire à vol d'oiseau, la pyramide de Khéops est indissociable de ses 2 petites sœurs. Celle de son fils, Khéphren, au centre, et la plus petite, celle de son petit-fils, Mykérinos. Un étrange animal aux dimensions monumentales, avec son corps de lion et son visage humain, semble veiller sur les 3 merveilles de l'Égypte. Le Sphinx. Mark Lehner, archéologue américain à la renommée internationale, est arrivé sur le plateau de Gizeh pour la première fois dans les années 70. Depuis, il n'est jamais reparti et tente de décrypter les mystères impénétrables de ces pyramides. Je pense que le plateau de Gizeh représente un pivot pour toute l'humanité, parce que l'Égypte était l'une des grandes civilisations du monde. Cette carte postale n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Nous allons scanner les entrailles de Khéops pour tenter d'en sonder les profondeurs. Plus énigmatique,
l'intérieur de la Grande Pyramide détient de nombreux secrets. La plupart des gens ne savent pas que juste au-dessus de cette chambre, il y a une autre chambre. Les mêmes dimensions au sol, mais seulement quelques dizaines de centimètres de haut. Et puis, il y en a une autre, puis une autre, puis une autre, un empilement de chambres. Cet accès, au-dessus de la chambre du roi, est strictement interdit. Depuis plus d'une dizaine d'années, aucune équipe n'a pu filmer dans cette zone de la pyramide. Pour notre mission, nous avons eu une autorisation exceptionnelle par les autorités égyptiennes. Pour cela, nous avons fait appel à un expert français qui met les technologies innovantes au service de la recherche archéologique, Alban Brice-Pimpot. La mission est un exercice périlleux. Notre expert va devoir grimper à 8 mètres de hauteur pour scanner la partie la plus haute de la pyramide. La ventilation est très mauvaise, l'oxygène vient à manquer. C'est un peu serré, hein. On peut pas passer, c'est pas possible. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de se faire un chemin là-dedans. Tout ça ne va pas nous simplifier la tâche pour faire un scan et surtout une photogrammétrie, parce qu'il n'y a aucun recul et il y a tous les gravats. Donc là, bon, le scanner, c'est bien, je pense que ça va marcher. C'est l'un des plus petits lidars au monde. Grâce à son rayon laser, cette nouvelle technologie prend des centaines de milliers de mesures chaque seconde pour modéliser l'espace dans lequel on se trouve. Alban Brice-Pimpot va pouvoir déterminer les dimensions avec une précision de l'ordre du millimètre et recréer virtuellement, pour la première fois de l'histoire, les coulisses de la Grande Pyramide. Ouais, c'est pas simple, hein. Il y a des gravats partout. Le plafond est assez bas. Et là, on voit les fissures. Il y a eu un tassement là sur un des côtés et clac, ça a fissuré. Il faut avoir confiance, hein, passer là-dessous. Pour notre mission, nous avons aussi mandaté Aurore Chiaviati. Cette égyptologue française, basée au Caire, va pénétrer pour la première fois dans ces chambres de décharge. Pour elle, c'est un rêve qui se réalise. On y est. Voilà. On est dans la chambre du Dévisol, découverte en 1765. Très peu de spécialistes ont eu l'opportunité d'accéder à ce lieu unique. Aurore Chiaviati a préparé avec soin cette mission pour nous guider au mieux dans les coulisses de la pyramide. La progression à l'intérieur de ces chambres est entravée par des poutres en granit. Ici, la hauteur sous plafond est entre 80 cm et 1 mètre. Nous voici dans la pièce maîtresse de l'édifice, celle qui accueillera la dépouille du roi. La chambre du roi est définitivement une prouesse architecturale. Elle est couverte d'énormes poutres en granit qui pèsent entre 40 et 80 tonnes. Mais ce n'est pas qu'un seul plafond. Il y a une série de 5 autres plafonds au-dessus, presque comme un accordéon. Il y en a 1, 2, 3, 4, et puis le 5e est couvert de gigantesques poutres. Si on cumule la masse des poutres de granit qui ont été empilées au-dessus de cette chambre du roi, donc de ces chambres de décharge, on obtient des milliers de tonnes de granit. Plus de 4 millénaires après leur construction, une même question est sur toutes les lèvres et les spécialistes n'ont pas tranché. À quoi servent ces chambres de décharge ?
À l'heure actuelle, plusieurs théories s'opposent. Il y a les tenants du symbolisme, c'est-à-dire qu'on aurait ici une structure qui aurait été édifiée pour répondre à un principe symbolique assez mystérieux demeurant. Les autres tenants sont plus matérialistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on explique la présence de ces chambres de décharge par une nécessité structurelle, c'est-à-dire qu'il a fallu protéger la chambre du roi. La question, c'est pourquoi? Pourquoi donc a-t-on pris cette peine? On a voulu surélever la voûte en chevron pour éviter qu'elle ne vienne dévier les charges au niveau de la grande galerie qui est située juste à proximité. Donc une voûte en chevron plus basse aurait tout simplement provoqué une diffusion des forces et sans doute un effondrement de la grande galerie située à proximité. Ils ont excellé en termes d'ingénierie. Ils n'avaient pas besoin d'en faire autant, mais bien sûr, ils avaient peur que construire une chambre si haut à l'intérieur de la pyramide, elle qui est censée protéger le corps du roi pour toujours, serait périlleux, qu'elle s'effondrerait et détruirait la dépouille du roi. Après des années à étudier les chambres de décharge de la pyramide de Khéops sur plan, Franck Monnier a rendez-vous au Caire avec Aurore Chaviati. Après plusieurs semaines, les centaines de millions de données enregistrées par le LIDAR ont permis de recréer l'intérieur de la pyramide en 3D. En appliquant la technique de la photogrammétrie au LIDAR, on peut aussi s'y promener virtuellement, comme dans la réalité. Voilà la photogrammétrie générale qu'a réalisée Alban. On se rend bien compte des tunnels que l'on a empruntés pour accéder aux chambres de décharge, donc les 8 mètres d'ascension pour atteindre le premier tunnel. Tandis qu'après, on doit emprunter les cheminées beaucoup plus chaotiques, on le voit. On voit très bien, là, ouais. Réalisées à l'explosif par les équipes du colonel Byte. Au XIXe siècle, 2 explorateurs britanniques, Howard Vyse et John Perring, vont être les premiers à pénétrer dans ces chambres de décharge. On voit bien les 5 chambres qui sont toutes nommées d'après des personnages influents de l'époque de Vyse. Aurore Chaviati a voulu nous emmener dans la dernière chambre de décharge, la plus haute de la pyramide, quasiment inaccessible. Pas trop avoir le vertige. C'est vraiment exceptionnel. Cette salle a la particularité de raconter 2 histoires. L'histoire des ouvriers qui ont construit cette pyramide et également l'histoire des visiteurs qui sont entrés dans ces espaces dégagés à partir de 1837 jusque dans les années 20. Ces graffitis modernes, qui recouvrent la pièce, masquent-ils des marques laissées par des bâtisseurs? Que racontent-ils? Ces graffitis de visiteurs sont en fait réalisés au moyen de leurs torches, la fumée des torches qui permettait d'inscrire leur nom, une date ou encore leur identité, leur statut ou leur provenance. Parmi ces graffitis, on va retrouver les membres de l'expédition de Vyse, on va retrouver les invités de Vyse, et puis on va avoir énormément de noms de soldats. On a ainsi un soldat qui indique venir de Sydney en 1915. Et puis, on va avoir d'autres graffitis plus anecdotiques avec, par exemple, le témoignage de Sir Martin qui a indiqué qu'elle revendiquait être la première femme à accéder à ces chambres de décharge. Depuis, l'Égypte a décidé de condamner l'accès à ces chambres de décharge pour protéger ses parois. Et c'est d'ailleurs dans une autre de ces chambres qu'Aurore Chaviati va faire une découverte exceptionnelle. Des traces laissées par les bâtisseurs de Khéops. Au bout de la poutre, devant nous en granit, on voit cette indication, ce repère, avec cette forme de triangle pointant vers le bas et les hiéroglyphes qui indiquent Mai 4, ce qui veut dire 4 coudées. Et donc là, on a une mesure très précise. Les Égyptiens avaient leur propre langage et leur propre système de mesure appelé la coudée.
Le système de mesure égyptien ne reposait pas sur le mètre. Le mètre est une invention beaucoup plus tardive. Il reposait principalement sur la coudée. Il n'existait pas une seule valeur précise pour la coudée pour tout le pays. Et chaque région avait sa mesure étalon. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un endroit où la coudée était de 52,3 cm et un autre endroit où elle était de 52,5. La coudée qui a servi de référence pour construire le chef-d'œuvre de Khéops est unique. Il s'agit de la coudée royale. Et elle n'est visible que dans cette chambre de décharge. Ce qui est fantastique, c'est que grâce au scan que réalise Alban en ce moment, on va pouvoir faire coïncider les mesures extrêmement précises que l'on peut établir par la photogrammétrie et ces mesures indiquées au temps du chantier et ainsi évaluer très précisément la valeur, la longueur de la coudée royale véritablement employée dans le cadre du chantier de la pyramide. Cette coudée royale est le plus précieux sésame qui a permis aux architectes de dessiner le monument. Et aux bâtisseurs d'ériger la pyramide qui s'approche de la perfection. La pyramide de Khéops est une chose extraordinaire. Nous sommes au début de la tradition des pyramides. Et pourtant, c'est la plus grande, c'est la plus massive. Elle est parfaitement construite et c'est l'une des mieux conservées. Jusqu'à très récemment, c'était le monument le plus massif jamais construit par l'homme. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé que c'était une montagne naturelle. Mais votre cerveau vous dit, en fait, non, c'est fait par l'homme. Pour mener à bien ces chantiers monumentaux, les Égyptiens devaient vraiment avoir une mentalité audacieuse. Ils aimaient à relever des défis. Plus le défi était grand, et plus ils retroussaient leurs manches, entre guillemets, pour pouvoir le relever. Pas de machine, pas d'électricité, pas d'appareil de levage moderne. Nous voyons une architecture incroyable, d'une précision époustouflante. Dès que Khéops accède au trône, on a un siècle d'expérience de construction de pyramides. On a cherché à chaque fois à repousser l'exploit. Voilà, c'était une sorte de course au gigantisme. Et avec Khéops, on arrive à ce point culminant de cette course. C'est donc un monument incroyable et très précis. Mais sa signification exacte, faute de texte, n'est pas claire. C'est donc une énigme. Une énigme. La grande pyramide, qui se dresse majestueusement devant nous, détient encore de nombreux secrets. Mais s'il y a bien une chose encore plus énigmatique que l'édifice, c'est son commanditaire, le roi Khéops. Qui est cet homme qui a décidé de défier l'éternité en se faisant construire la plus grande sépulture de l'histoire de l'humanité? C'est paradoxal que nous sachions très peu de choses sur le constructeur du plus grand monument, peut-être de l'Égypte ancienne. La seule statue portant son nom que l'on connaît est aussi grande que ça. Elle n'a probablement pas été faite à l'époque où Khéops régnait. Ce qui est étonnant, c'est que nous n'en sachions pas plus sur la vie de Khéops. 7 cm. C'est la taille de la seule statue du roi Khéops qui est parvenue jusqu'à nous. On sait très peu sur Khéops du point de vue des sources originales. Nous savons que son père était Snéfrou, le premier roi de la 4e dynastie, et 2 de ses fils, Gédéfré et Képhren, sont tous deux devenus rois après lui. Selon les historiens grecs, il n'était ni un gentil, ni un grand roi. Les contes populaires le considèrent comme une sorte de tyran. Les histoires racontées par le voyageur grec Hérodote parlent de lui fermant des temples et obligeant les gens à travailler pour construire sa pyramide. Khéops devait être un puissant dirigeant, riche, avec une bureaucratie très bien organisée, car il a la plus grande pyramide de l'histoire. Il devait être mégalomane pour construire une telle chose.
Franck Monnier n'en est pas à sa première visite sur le terrain. Notre égyptologue veut casser les idées reçues sur le nombre de blocs qui constituent le chef-d'œuvre. Alors on ne sait pas exactement combien il y a de blocs, puisqu'au final, tous les blocs sont différents. Donc comme ils ont tous un volume différent, on peut que faire une estimation. Voilà, on parle souvent de 2,5 millions de blocs, ce qui est déjà fantastique. On n'est sans doute pas loin. On est peut-être de l'ordre de 2 millions, 3 millions. C'est bien dans ces eaux-là. Oui. Donc 6 millions de tonnes en tout. Avec sa base carrée presque parfaite de 230 mètres de côté et une hauteur de 138 mètres, aujourd'hui, Khéops est la pyramide de tous les superlatifs. On voit très bien que les blocs de maçonnerie qui se situent au pied de la grande pyramide sont énormes. Là, on a plusieurs mètres cubes. Alors, je ne saurais pas donner une estimation comme ça, mais a priori, c'est entre 5 et 10 tonnes. On est dans ces eaux-là. Il faut s'imaginer que chaque bloc est unique. Et la densité de chacun équivaut au poids de 3 à 6 voitures. Et ont été posés là, à une époque où les Égyptiens ne disposaient même pas de la roue. Ces blocs livrent le secret de leur provenance à ceux qui savent les regarder avec attention. Alors, sur ce bloc, on voit des détails intéressants. On voit d'où provient le calcaire de ce bloc, puisqu'en fait, on voit très bien ici tous les coquillages, tous les fossiles qu'il constitue. Vous voyez des coquillages, des petits oursins. Et en fait, on appelle ça un calcaire nummulitique. Et ce calcaire avec ces coquillages fossiles, on le retrouve tout autour du plateau. Gizeh. Les rois de l'Égypte antique n'ont pas choisi cet endroit par hasard. Il s'agit d'un plateau rocheux, idéal pour construire ce qui allait devenir l'emblème de l'Égypte. Donc ce que ça signifie, c'est que ce bloc ne vient pas de très loin. Il n'a pas dû prendre la voie du fleuve, il n'a pas dû être traîné sur des kilomètres. Il provient peut-être des environs, de ces environs-là, ou peut-être un peu plus loin, mais en tout cas de quelques centaines de mètres tout au plus. Pour la première fois de sa carrière, l'égyptologue américain Stephen Harvey a la chance de se retrouver seul face aux mastodontes égyptiens, habituellement couverts de touristes. C'est extraordinaire d'être seul devant une des merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops. Étonnamment, ce qui se dresse devant nous et ce que le monde entier a en tête lorsque l'on parle de pyramide n'est absolument pas représentatif de ce que les Égyptiens ont construit. Si nous étions à l'époque de Khéops, nous ne serions pas devant une pyramide qui ressemble à cela. Son apparence aurait été parfaite. Elle aurait été finement recouverte d'un calcaire blanc, le parement aurait été poli à un degré où il aurait semblé brillant. Vous n'auriez vu aucune entrée, car bien sûr, ces entrées étaient gardées secrètes. La plupart des pyramides étaient en calcaire et elles étaient également recouvertes d'une fine couche de calcaire blanc. Le sommet de la pyramide était recouvert d'or. Aujourd'hui, Khéops a perdu son parement originel et laisse percevoir un peu plus d'elle-même. Au 9e, 10e, 11e, 12e siècle après Jésus-Christ, les Égyptiens, les Arabes de l'époque, ont décidé de ôter ce parement, d'exploiter le revêtement de la pyramide pour construire les demeures, les édifices, les palais de la capitale. L'exploitation a fait apparaître ce qui couvrait autrefois l'entrée de la pyramide. La voûte, située à 17 mètres de hauteur. Cette entrée d'origine avait une voûte en chevron. Ce type de voûte est formé de pierres massives inclinées pour dévier le poids de la pyramide.
Aujourd'hui, cette voûte en chevron a quasiment disparu puisqu'elle a été démontée par les carriers du Moyen-Âge, mais il en reste encore quelques blocs. Ces blocs subsistants pèsent environ 5-7 tonnes chacun. Mais alors, pourquoi les Égyptiens ont-ils construit une telle voûte? Personne ne sait le dire. Franck Monnier est le premier égyptologue à avoir une explication plausible. On a plusieurs possibilités, plusieurs explications possibles. Les deux principales, c'est l'explication structurelle. Une voûte, structurellement, doit protéger un espace, un couloir, des charges qui viennent peser dessus. On a ensuite l'explication symbolique. Cette voûte, de par sa forme, pourrait symboliser, par exemple, les doubles vantaux, la double porte qui ouvre sur le firmament, c'est-à-dire sur le ciel, sur l'au-delà. Une voûte céleste. Cette explication s'appuie sur la raison d'être d'une pyramide. Que le pharaon rejoigne le ciel et devienne une étoile pour l'éternité. Depuis plusieurs siècles, le joyau égyptien attire des visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, l'entrée de l'édifice se situe plus bas. Cette entaille remonte à une époque où Bagdad était la capitale du califat. Selon les légendes, il est possible que le calife Al-Mamoun au IXe siècle après Jésus-Christ ait percé la pyramide. Et l'une des ouvertures que nous voyons aujourd'hui en est probablement la cause. Il y a même des histoires, dans les Mille et une nuits, sur le calife Al-Mamoun et ce genre de cambriolage pour un trésor. Nous avons demandé à ce spécialiste d'analyser nos plans 3D. Ce que je regarde ici sur l'ordinateur, c'est un plan de l'intérieur de la pyramide de Khéops. Et c'est vraiment une belle coupe qui montre les passages descendants, puis les 3 chambres principales. Et sur le plan, vous voyez vraiment à quel point c'est grand et quel genre de hauteur ils ont atteint. Les appartements funéraires de la pyramide de Khéops sont très particuliers. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas de tels aménagements ailleurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plusieurs appartements, plusieurs chambres qui se situent alors soit sous le niveau du sol, soit un peu au-dessus du niveau du sol et largement au-dessus. C'est-à-dire que vraiment là, on a un développement sans précédent et sans équivalent. De l'extérieur, la structure de la pyramide de Khéops semble simple. Pourtant, elle contraste avec un intérieur d'une rare complexité. Mark Lehner va nous guider dans ce gigantesque dédale. Dans la pyramide de Khéops, vous avez plusieurs entrées possibles, dont une juste dans la roche, en souterrain, où se trouve une chambre qui n'est pas terminée. Cette chambre semble avoir été abandonnée en cours de route. Que s'est-il passé dans la tête du roi Khéops? Cela ne me suffit pas. Je n'aime pas ça. Montons plus haut dans la pyramide. Alors l'idée est qu'ils construisent le passage ascendant et le passage horizontal vers la chambre de la reine. La chambre de la reine est presque terminée. Il restait seulement le sol à polir. Il faut savoir que la chambre dite de la reine, il est fort probable qu'elle n'ait jamais contenu la dépouille d'une reine. C'est tout simplement une désignation qui a été forgée au Moyen-Âge par les locaux, en fait, qui, en faisant visiter la pyramide aux Occidentaux qui venaient sur le site, leur faisaient tout un récit pour leur expliquer que la reine avait reposé là. Tout ça donc était inventé de toutes pièces. Et puis Khéops est arrivé et il s'est dit, vous savez quoi, je n'aime pas ça non plus. Montons plus haut. Cette disposition intérieure laisse perplexe. 3 chambres funéraires pour accueillir une seule et même dépouille. Comment on peut expliquer tout ça? Par des modifications de plan, ça c'est une explication qui tient. Selon les spécialistes, la construction de la 7e merveille du monde aurait duré entre 20 et 25 ans. La période où Khéops était à la tête de la Haute et Basse Égypte. Dès la première année du règne, on a établi des plans. Alors, ça a traduit la volonté, à un moment donné, de disposer d'appartements funéraires, mais que les décennies passant,
forcément ces volontés évoluent, comme dans tout projet architectural. Accéder à la chambre funéraire du roi Khéops est une véritable ascension. La pièce est perchée à 40 mètres au-dessus du sol. Ici, nous sommes au cœur de la pyramide. C'est la chambre du roi. C'est toute la raison d'être de la grande pyramide. Tout cela existe pour que le roi vive éternellement dans l'au-delà et qu'il soit en sécurité dans cette chambre. La momie de Khéops a été déposée dans ce sarcophage. Personne ne sait aujourd'hui où est passée la momie de Khéops. Le sarcophage a probablement été pillé avant l'époque médiévale, peut-être même dès l'Antiquité. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa simplicité. Ce n'est pas comme les monuments du Nouvel Empire, pleins de hiéroglyphes. Les pharaons successeurs, comme Pépi II ou Toutankhamon, ont choisi pour leur dernière demeure un intérieur richement décoré. La chambre de Khéops contraste par sa sobriété. C'est juste du granit poli, à l'état brut. Le granit. Cette pierre rouge, composée d'éclats noirs et de reflets brillants, est l'une des singularités de la Grande Pyramide. Les Égyptiens utilisaient le granit pour les constructions intérieures de certaines parties de la pyramide, et en particulier la chambre funéraire. Donc ils ont été transportés sur des centaines de kilomètres jusqu'à Gizeh, ce qui est un chantier incroyable. Les blocs de granit venaient d'Assouan. Ils auraient donc été extraits là-bas dans des circonstances très difficiles, puis transportés sur la rivière lors de la crue afin qu'il soit plus facile et plus rapide de les faire descendre. Contrairement au calcaire, le granit a une qualité essentielle. Parce que c'est une pierre très dure, elle est aussi censée protéger le corps du roi des voleurs. Ainsi, de nombreux passages menant à la chambre funéraire elle-même ainsi que la herse sont tout en granit. Encore une fois, chez les Égyptiens, le travail accompli s'approche de la perfection. Certains de ces blocs de granit sont assemblés avec seulement 1 cm de joint entre eux. Parfois même encore moins. La chambre du roi, par sa hauteur, par sa composition, est un défi inédit. Avec Khéops, on atteint vraiment la complication ultime. Les Égyptiens de cette époque n'avaient encore aucune expérience, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas encore à quoi ils allaient être confrontés. Les Égyptiens ont pris des risques. Et aujourd'hui, nous le savons, ils ont fait face au pire. Comme sur une scène de crime, Mark Lehner autopsie pour nous la chambre du roi. Ce plafond présente des fissures énormes. Surtout là-haut, dans le coin sud-est. Il y a des preuves que cette fissure s'est produite pendant la construction. C'est arrivé après qu'ils aient déjà couvert le plafond de la chambre, évidemment. Imaginez un peu. Il y a des ouvriers à l'intérieur, même à l'extérieur, le boucan, le vacarme que ça a dû produire. Des dizaines, des centaines de tonnes de poutres de granit se sont fissurées, ont craqué. Ça a dû être extrêmement impressionnant. Grâce à la mission, Franck Monnier peut analyser la situation 4500 ans après les faits. C'est formidable, vraiment formidable. Avec ça, on va pouvoir décrire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a des fissures un peu partout. Grâce à un tel scan, vraiment, on va pouvoir avancer dans la connaissance de ce monument. Et donner une explication précise des traces de fissures dans la chambre du roi. La pyramide est quasiment achevée. Les Égyptiens ont toutes les raisons de penser qu'il y a eu un effondrement au-dessus de la chambre du roi.
Mettons-nous à la place des ouvriers, des techniciens qui ont dû inspecter le monument après l'accident. Il faut faire preuve d'un très grand sang-froid. Parce qu'avant d'avertir Pharaon, s'il faut l'avertir, ou alors le vizir, il faut quand même s'assurer de ce qui se passe et de ce qui risque de se produire ensuite. Les Égyptiens n'ont qu'une seule possibilité pour s'en assurer. Creuser un tunnel à la hâte. Donc si je prends la mesure, voilà. Et là, je suis à 6-7 mètres, quoi. On est environ entre 6 et 7 mètres. Donc ils ont dû creuser un boyau de 6 à 7 mètres de long. Donc il faut savoir que dans leur esprit, au moment où ils ont entamé ce boyau, ils étaient toujours dans le stress de savoir ce qui s'était passé et de ce qui pouvait encore se produire. Il fallait donc agir dans l'urgence. Ils ont dû creuser très très vite pour constater les dégâts et pouvoir évaluer ce qui allait se produire ensuite. En découvrant la première chambre de décharge au-dessus de la chambre du roi intacte, on peut imaginer le soulagement des équipes de Khéops. Une autre énigme, laissée sur les parois de la chambre du roi, n'a jamais été résolue jusqu'à notre mission. La preuve, ce sont les grandes taches noires que l'on peut voir sur la plupart des poutres du plafond. À quoi sont dues ces traces noires sur les poutres? Deux théories s'affrontent et jusqu'à notre mission, le débat n'était pas encore tranché. La première, ce sont que ces traces ont été provoquées par le bardage qui a servi à transporter ces poutres de granit. C'est-à-dire que ces poutres de granit, étant posées sur un traîneau, peut-être sur des cales, ont dû, pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, d'Assouan jusqu'à Giza, subir une sorte de frottement où la résine issue de ces bois de transport a dû peut-être s'imprimer sur les poutres. La deuxième explication possible, ce serait qu'on ait eu un renfort avec des étais, de puissants étais en bois, qui auraient été posés après justement qu'on ait constaté les fractures des poutres et donc après l'accident qui s'est produit dans la chambre du roi. Pour résoudre ce problème et savoir l'origine de ces marques au plafond, il y a une manière simple. Si toutes les poutres des chambres de décharge ont de telles empreintes, alors il sera évident que ce sont bien des traces dues au transport. En revanche, si ces empreintes ne se constatent que dans la chambre du roi, alors là on pourra démontrer par A plus B que c'est caractéristique de la chambre et donc que c'est dû à une intervention ultérieure. La réponse se trouve au-dessus de la chambre du roi, où nous sommes retournés pour affiner les scans. D'un côté, Aurore Tchaviati, l'égyptologue. De l'autre, Alban Brice-Pimpeau, spécialiste de l'archéologie numérique, vont tout mettre en œuvre pour confirmer ou infirmer la démonstration de Franck Monnier. Il faut s'imaginer que cette mission de scan a permis pour la toute première fois, donc on est au XXIe siècle, de répondre à une question majeure. Grâce à ce travail d'équipe, nos experts ont pu lever le voile sur un pan de l'histoire de la pyramide. On voit très clairement que toutes ces poutres-là de cette chambre ne disposent d'aucune empreinte. Cette image, comme bien d'autres qui ont été prises lors de cette mission, nous montre de la manière la plus certaine possible qu'il n'y a aucune empreinte dans les chambres de décharge. Il s'agit donc bien de traces de renfort installées dans la chambre du roi après l'accident. Notre mission dans ces chambres de décharge va permettre de révéler d'autres techniques de construction. Et c'est grâce à l'investigation d'Aurore Tchaviati, pas à pas, dans chacune de ces chambres, que nous allons découvrir des indices de la construction du chef-d'œuvre. Ce qui est dommage, c'est que là, les poutres sont particulièrement recouvertes de débris, de calcaire et de sable, ce qui nous empêche de voir les éventuelles lignes de construction qui peuvent être inscrites dessus. Elle doit se hisser jusqu'à l'avant-dernière chambre pour trouver ce nouvel indice.
C'est vraiment une très grande chance de pouvoir entrer dans cet espace, dans la chambre de Lady Arbuthnot. C'est un moment... c'est très émouvant. Ce qu'on a devant nous, c'est intéressant. On a différentes mesures, indications de mesures et marques, lignes de construction. Le spectacle est saisissant. De nouvelles marques des bâtisseurs. On a la ligne de construction médiane, qui est une indication qui permet d'aligner les éléments en cours de construction. Tu peux voir les lignes de construction peintes sur les poutres de granit. Grâce à cette vue photogrammétrique inédite, nos deux égyptologues français peuvent observer pour la première fois avec clarté la dextérité du travail accompli il y a 45 siècles. Tu peux voir au centre de la poutre la fameuse ligne verticale qui correspond parfaitement à l'alignement du faîte de la voûte et que l'on retrouve à chaque étage. Donc a priori, cette ligne a dû être tracée après que la poutre ait été posée. Sans doute, voilà, pour orienter et commander la bonne élévation, la bonne orientation du monument. Pour que chaque étage se retrouve vraiment au même niveau, qu'il n'y ait pas de décalage. Exactement. La principale difficulté, c'était d'obtenir finalement une structure qui reste parfaitement droite à la verticale, donc qu'il n'y ait pas de décalage d'une chambre par rapport à l'autre. Et donc là, c'est vrai qu'on visualise bien qu'avec ces lignes qui ont été tracées sur les poutres, ce sont des lignes qu'on vient tracer au milieu d'une chambre de décharge, et comme ça, on peut positionner la chambre de décharge supérieure par rapport à cette ligne. Et donc tout se superpose parfaitement. Dans ces chambres de décharge, grâce à ses connaissances, l'égyptologue a pu faire une découverte encore plus exceptionnelle, laissée par les bâtisseurs du roi. Donc voilà, on y est. C'est fantastique. On est au côté ouest de la chambre. Et on se retrouve déjà nez à nez avec le nom de Khéops, inscrit juste ici. Là, on peut voir le nom d'une équipe royale qui mentionne le roi Khéops lui-même avec son nom, Her Medjedou. L'inscription est à l'envers, hein. Elle n'est pas faite pour être lue. Elle est faite pour être utile à un moment donné. Et c'est en cela qu'on la retrouve complètement en sens inversé. Pour les spécialistes, ces indications prennent une toute autre envergure. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir observer ces marques d'ouvriers. Ces marques sont purement fonctionnelles, hein, elles ne sont pas du tout ornementales. Ce ne sont pas des hiéroglyphes proprement dessinés ou gravés sur la pierre. Ce sont des signes laissés au pinceau, hein, donc à l'encre rouge, comme ça, à la hâte, et qui avaient pour fonction d'indiquer quelle équipe travaillait sur tel bloc. Les mystères que recèlent ces chambres de décharge ont été percés pour la première fois au XIXe siècle. L'explorateur John Perring a consigné ses trouvailles dans un livre. Il s'agit d'un ouvrage très ancien, hein, donc en assez mauvais état malheureusement, qui s'intitule « Les pyramides de Gizeh » et c'est une des premières publications avec celle du colonel Wise qui mentionne leur expédition et rend compte de leur découverte des chambres de décharge. Donc voici un exemple des premiers relevés qui sont donc des marques d'ouvriers qui ont participé à la construction de ces chambres de décharge. Ici, par exemple, on peut voir ce nom d'équipe d'ouvriers qui mentionne le nom du roi Khéops. Près de 2 siècles après les premiers explorateurs, Oran Chiaviati retrouve ces mêmes marques prodigieusement conservées. Bon, c'est exceptionnel de se retrouver là face à ces marques d'ouvriers laissées il y a plus de 4500 ans, si ce n'est plus. On a là le cartouche du roi Khéops lui-même qui qualifie cette équipe d'ouvriers qui a travaillé ici et qui a laissé à 8 reprises sur cette paroi le nom de son équipe. Ces chambres de décharge sont aussi les témoins d'informations capitales pour comprendre l'organisation du chantier. Parmi ces marques, on a à plusieurs reprises le nom des équipes d'ouvriers qui ont contribué à la réalisation de ce monument.
On observe au moins 3 équipes distinctes. L'équipe des purifiés de Khéops, une autre équipe qui s'appelle les amis, les compagnons de Khéops, et puis une équipe au nom plus complexe, l'équipe des escorteurs, nommée la couronne blanche de Khéops est puissante. Ces noms d'équipe nous donnent l'impression en fait, qu'il y avait une sorte de compétition qui était à l'œuvre sur le chantier. C'est tout à fait logique quand on y pense. Puisqu'il fallait battre des records, il fallait vraiment que tout le monde soit motivé à 100%, voire à 300%, pour pouvoir justement être en mesure de finir un monument à la fin du règne. Chaque équipe se voyait confier une mission, la réalisation des parois nord pour l'une, la réalisation des parois sud pour l'autre, et puis une équipe dédiée à la construction de la voûte à chevrons de la chambre de Campbell. Ces témoignages d'ouvriers anonymes qui ont traversé les siècles jusqu'à nous racontent aussi une aventure humaine collective. Il est possible que les ouvriers, les techniciens, en travaillant sur un tel chantier, aient conçu que ce monument l'était aussi un peu pour eux-mêmes, quelque part. C'est comme l'expression « apporter sa pierre à l'édifice ». On laisse une part de soi. Donc ils accédaient eux aussi à l'éternité, en même temps que leurs pharaons. Pendant que des équipes d'ouvriers s'activent à élever les chambres de décharge, le chantier bat son plein à l'extérieur. Aux côtés de la grande pyramide sont construites 3 plus petites, probablement destinées aux épouses de Khéops. Franck Monnier est l'une des rares personnes qui sait où se cachent d'autres indices du temps des Égyptiens. Voilà une belle inscription ici, laissée à l'encre rouge par un technicien de l'époque du règne de Khéops. On voit très bien là, le signe du dieu soleil, Ra, puis d'autres inscriptions hiératiques qui sont à peine lisibles. Grâce à un traitement photographique, Franck Monnier va pouvoir étudier en France les indices laissés par des ouvriers anonymes. Il y a certainement là-dedans, comme ces 4 petits traits gravés là, et peut-être un 5e, une indication sur l'équipe qui a travaillé sur ce bloc, mais aussi sur comment et où poser ce bloc lors de la construction. Un indice de plus dans ce gigantesque site endormi aux portes du Caire. Le plateau de Gizeh a pourtant connu une effervescence sans précédent. Tout ça était vraiment une gigantesque fourmilière qui s'activait. On peut imaginer dans la chaleur, la poussière qui se dégageait de tout ce fourmillement. Ça devait être très impressionnant. Le chantier, pharaonique, rassemble des dizaines de milliers d'hommes de tous corps de métier venus de toute l'Égypte. Des compétences comme celle-là en Égypte se transmettaient de père en fils. Il ne s'agit pas d'avoir des manuels sur la façon de le faire, mais ils l'ont simplement transmis de génération en génération. Au moment où la Grande Pyramide est construite, ils ont 100 ans d'expérience dans la construction de ces monuments. Donc les ouvriers qui en étaient responsables avaient progressivement affiné leur art. L'implication des meilleurs artisans de l'époque dépassait le simple travail physique. Ils étaient très croyants et dévoués à leur roi. Et le roi était un dieu. Alors peut-être que si vous aidiez pendant 5 ans, vous pourriez retourner dans votre village et être fier d'avoir été si proche de cette aventure religieuse. La construction de la pyramide, qui servira de sépulture aux pharaons, a aussi une fonction politique. Les égyptologues modernes ont émis l'hypothèse que la construction de pyramides, en particulier les grandes, était en quelque sorte un acte d'unité nationale. Une seule preuve existe, grâce au célèbre papyrus du Wadi el-Jarf. C'est l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de l'Égypte antique. Pierre Tallet, professeur d'égyptologie à l'université de la Sorbonne, était à l'origine de cette mission de fouille. On a trouvé un véritable dépôt de papyrus. Ceci avait été tout simplement placé entre 2 gros blocs de calcaire qui ferment l'une de ces entrées de galerie et qui avait été donc clos par les Égyptiens. Cette découverte inattendue a eu lieu en 2013 sur une rive de la mer Rouge. Le site, Wadi el-Jarf, était un port très actif à l'époque de la 4e dynastie. Et parmi les papyrus retrouvés, se trouve le journal d'un chef d'une unité de batellerie appelé
Merer. Ici, par exemple, on vous dit, on appareille de la nécropole de Giza le matin et on fait route en remontant la rivière vers les carrières de Toura, passer la nuit aux carrières de Toura. La carrière est située sur la rive ouest du Nil. Ces pierres vont voyager près de 700 km par bateau jusqu'au chantier de la Grande Pyramide. Le papyrus révèle aussi une indication précieuse, la paye des bateliers. C'est leur salaire mensuel dont il s'agit. On le voit partir le premier jour du mois et le 4e jour, il revient d'Héliopolis avec 40 grands sacs de pain. D'autres documents retrouvés attestent que les hommes qui ont participé à la construction de la pyramide de Khéops étaient extrêmement bien traités par la couronne. Non seulement ils ont les denrées de base, comme les céréales, le blé, l'orge, la bière, qui constituent finalement la base de l'alimentation, mais ils ont accès à du bétail, ils ont accès à de la volaille, à des poissons. Étonnamment, cette main-d'œuvre bénéficiait même de véritables produits de luxe. Dans les papyrus du Wadi el-Jarf, j'ai la mention des dattes. Alors les dattes, vous vous direz, ça vous paraît banal. On pense à l'Égypte, on voit des palmiers partout, des dattes partout, mais pas du tout. À l'époque de l'Ancien Empire, la date est une rareté. Il s'agit d'un produit qui n'existe quasiment pas. Même chose pour le miel, c'est un produit très rare. Ce régime d'exception s'explique. À cette époque, Gizeh était le cœur battant de l'Égypte. Le roi Khéops, le palais royal, sa cour, les hauts fonctionnaires, tous logent à proximité du chantier. La pyramide, c'est l'œuvre du règne en quelque sorte. Toutes les ressources du pays, tous les surplus du pays convergent vers la pyramide. Depuis des décennies, Mark Lehner a entamé des fouilles archéologiques autour de la pyramide de Khéops et a reconstitué la ville où logeaient les bâtisseurs. Nous avons trouvé ces dortoirs, ces longues galeries. En fait, les membres de mon équipe se sont allongés au sol dans les dortoirs, là où nous pensons que les ouvriers dormaient. 40 personnes pouvaient tenir exactement dans un dortoir. En faisant coïncider leurs trouvailles, les deux archéologues vont pour la première fois apporter des éléments nouveaux pour répondre à une question fondamentale. Comment les Égyptiens ont-ils construit la Grande Pyramide ? Quand j'étudie les papyrus, je me rends compte que quand on leur apporte de la nourriture, cette nourriture, d'après la quantité que l'on en a, autant qu'on puisse estimer, correspond effectivement à une unité de travail de l'ordre de 40 personnes. Tels deux détectives, les deux hommes ont réussi à décrypter l'organisation du travail chez les Égyptiens. On a dans cette ligne-là régulièrement la mention du jour. Chaque journée de travail est identifiée. Donc, par exemple ici, ça c'est le jour 29, ça c'est le dernier jour du mois. On change de mois, on a une sorte de ligne rouge qui sépare en deux le document. Puis ensuite, on va avoir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 du mois suivant. Ils gardaient ces papyrus qui ressemblaient exactement à des feuilles de tableau Excel. Par ce type d'organisation, on rentabilise, on optimise au maximum l'activité de la main-d'œuvre qui est disponible. Il n'y a donc pas besoin d'imaginer des centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le chantier de la Grande Pyramide. On se rend parfaitement compte que quelques milliers de personnes seulement, mais travaillant très régulièrement, de façon parfaitement organisée, en étant des spécialistes et non pas des esclaves travaillant sous le fouet, eh bien ces équipes sont extrêmement efficaces et la régularité de leur travail est un gage du succès de l'entreprise. Pour qu'un chantier colossal puisse fonctionner ainsi, les rouages de l'administration devaient être parfaitement huilés. On voit que rien n'est laissé au hasard, en quelque sorte. Tout est calculé. La royauté a créé l'une des premières bureaucraties complexes. Et cette bureaucratie est restée pour gouverner l'Égypte, même quand les pyramides ont commencé à rétrécir. C'est donc la construction de la pyramide de Khéops qui a contribué à la création de l'État égyptien et qui a permis à cette civilisation de perdurer encore des millénaires. Les artisans qui ont œuvré à la construction de la sépulture du roi ont dû faire preuve d'intelligence pour élaborer une pièce maîtresse du chef-d'œuvre, l'antichambre qui conduit au sarcophage. Il fallait protéger le corps du pharaon, car les Égyptiens croyaient que la momie était la pierre angulaire, qu'elle était une ancre pour l'esprit, qu'elle préservait la force vitale du roi.
Toute la civilisation égyptienne repose sur une croyance, la vie après la mort. Tout le monde était uni au pharaon. Des membres de la cour, des villageois, tout le monde en Égypte était rattaché à lui au royaume de la mort. Mais si la momie du roi était profanée, le lien entre ce monde et le sien était rompu. La chose la plus importante est donc de protéger la dépouille du roi. Les Égyptiens ont dû redoubler d'ingéniosité pour accomplir cette tâche. C'est comme une gigantesque machine primitive. C'est vraiment un verrou géant qui fermait la porte de la chambre du roi. C'était la première ligne de défense contre les pilleurs. Il y a un rebord au-dessus, avec des coupes semi-circulaires pour recevoir des rondins de bois massif. Sur ce mur, nous avons des chaînes semi-circulaires pour les cordes. Et ici, ils ont taillé des barres dans le mur de granit. Ils formaient des fentes pour de grands blocs, des blocs coulissants qui glisseraient vers le bas. Ils glissent vers le bas. Ils glissent, contrôlés par les cordes enroulées autour des rondins géants. Ce système de herse n'est pas la seule défense. Une autre pièce aux dimensions hors normes dans l'histoire de l'Égypte antique a joué un rôle. La Grande Galerie, dans son agencement intérieur, ressemble presque à une cathédrale. C'est immense. Et ce à quoi je pense toujours, c'est à la grande réussite des bâtisseurs égyptiens qui ont créé un espace intérieur dans une montagne massive de pierre. C'est vraiment extraordinaire. Avec ses 40 mètres de long et près de 9 mètres de hauteur, c'est le plus vaste espace architectural construit jusqu'au Moyen-Âge. Nous sommes en bas de la Grande Galerie. C'est l'une des merveilles du monde antique. Elle est inclinée à 26 degrés et remarquable pour sa voûte en encorbellement. Ils ont monté chaque assise de pierre, les unes sur les autres, en rétrécissant jusqu'au sommet. Quelle est la fonction de cette grande galerie? Encore une fois, même les plus grands spécialistes ne savent pas trancher. Alors vous vous demandez toujours pourquoi la Grande Galerie? C'était peut-être un parking pour les blocs bouchons. Cet espace aurait servi d'entrepôt en attendant la dernière étape, celle qui achèvera la pyramide. Après avoir abaissé les herses dans l'antichambre, verrouillant la porte de la chambre du roi, on pense que les ouvriers sont descendus jusqu'au fond de la Grande Galerie. Ils ont lâché les freins et les blocs bouchons ont glissé dans le passage ascendant. Reste une question. Comment les ouvriers sont-ils sortis après la condamnation définitive de la Grande Galerie? Une fois ces pierres placées, personne ne pouvait sortir. Bien sûr, il y a ces légendes selon lesquelles les travailleurs sont morts de faim à l'intérieur. Mais en fait, ils ont créé une voie d'évacuation vers le bas, vers l'une des chambres inférieures. Cela a permis aux ouvriers, peut-être une fois le pharaon enterré, de s'échapper par l'entrée. Cette pièce, avec sa voûte exceptionnelle, avait peut-être aussi une fonction symbolique. Quel était le véritable but de la Grande Galerie? C'est encore un mystère pour nous. Je pense qu'elle reflète ce que les Égyptiens croyaient à propos de l'union du roi en tant qu'être divin avec le ciel. Une chose est sûre, avec son cortège funéraire, le roi a emprunté cette galerie majestueuse pour gagner sa dernière demeure. Khéops entame son long voyage vers l'au-delà en laissant au monde des vivants un héritage sans commune mesure.